Salut, c'est Thomas et bienvenue dans la Taupinière. Pour cette contre-visite, je reçois Arnaud Deschmaeker, ancien botaniste et maintenant il est artiste et enseignant dans le secondaire. Donc je suis à côté du musée de la mine du Puy-Coriot, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ces deux pieds de colline artificiels appelés Crassia Saint-Étienne, mais aussi Terril dans le nord de la France. Ces crassiers jumeaux se sont formés en seulement 23 ans. Ce sont des agglomérats de schiste issus de l'industrie minière. Il y a 10 ans, Arnaud avait réalisé un inventaire des plantes présentes sur ces deux crassiers. 10 ans plus tard, je propose à Arnaud de revenir sur les crassiers, continuer cet inventaire. On va parcourir ensemble ce crassier du sommet jusqu'à sa base pour observer les espaces, les biotopes et les espèces qui la composent. Sur un sol artificiel, pauvre en matière organique et compact, comment les plantes arrivent à se développer malgré tout? Que vont devenir les crassiers dans les prochaines années? Quelles sont les dynamiques écologiques et qu'est-ce que la libre évolution? Cette contre-visite est reliée au projet Boucle Noire, un sentier de randonnée pour relier les crassiers du bassin houiller de la Loire, co-créé avec Adriano Duarte. Je suis Arnaud Deschmaeker, donc j'étais botaniste il y a 10 ans de ça et j'ai travaillé sur Saint-Étienne dans le cadre des prospections de l'Atlas de la flore sauvage de la Loire et du Rhône menées par le Conservatoire botanique du Massif central. Donc on avait découpé le territoire en mailles de 1 km sur 1 km et les botanistes devaient sonder chacune de ces mailles du territoire pour voir dans les milieux représentatifs quelles plantes on pouvait trouver et donc dresser un aperçu de la biodiversité du territoire. Moi j'avais jeté mon dévolu sur les mailles urbaines parce que c'est des milieux que j'aime bien, que j'ai toujours bien aimé étudier en tant que botaniste, les milieux des friches. Et les terrils sont associés à des végétations de friches en fait, ce sont des milieux de friches. On va y trouver des espèces exotiques et la plupart du temps. Et puis surtout des dynamiques de colonisation de l'espace, puisque c'est des milieux perturbés où on va trouver des plantes qui s'installent en premier. Là, on est vraiment au sommet du terril. On voit que il y a beaucoup de vent et le sol reste nu. Alors il y a sûrement du piétinement, mais je pense qu'il y a une pression très très forte de l'environnement ici. C'est un sol qui est à découvert à 360 degrés, donc il est à la merci des vents, à la merci du soleil. C'est un milieu très 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 dur et donc le sol est nu comme il devait l'être il y a 70 ans en fait. C'est un peu l'état initial ici. On voit qu'il y a des plaques de graminées. Je pense que c'est du pâturin annuel ça, qui a réussi à s'installer par plaque, mais ce sera toujours un peu croûté quoi. On a l'impression d'être à la pointe du Raz quoi, en Bretagne où il y a rien qui pousse. Alors c'est très piétiné parce que c'est touristique, mais il y a tellement de vent et d'embrun que de toute façon on n'y verra jamais un arbre. Là du coup on est en présence une espèce typique des pelouses acides qui s'appelle Rumex acetosella, le Rumex petite oseille, et qu'on voit ici. Donc on est sur un versant qui est un petit peu protégé du vent. Néanmoins, il y a quand même une forte sélection sur l'espèce là qui mesure quand elle est en plein vent pas plus de 10 cm. On voit qu'elle est ici, elle est très basse et même parfois, ça c'est ses inflorescences, elle n'arrive pas à les développer ou elle les développe vraiment au ras du sol quand elle est en plein vent. Et là, on est dans un petit creux qui permet à la plante de se développer sur 20-30 cm. Et donc on voit l'effort de sélection qui est la pression de l'environnement sur la plante. Ici, c'est très sensible. Ce trou, c'est possible que ce soit une ancienne cheminée, à moins que quelqu'un ait creusé. On sait qu'on trouve autour du terril des cheminées où il y a eu lieu, une combustion a eu lieu et puis qui a laissé un trou. Donc c'est peut-être l'origine de cet endroit. C'est une spergulaire. Il y a quelques années, j'avais noté Spergularia morrisoni. Je ne sais pas si c'est l'espèce, il faudrait la regarder à la loupe. Alors, en tout cas, c'est une petite espèce annuelle qui est aussi adaptée à ces types d'environnement. C'est-à-dire que c'est une espèce qui va faire son cycle très rapidement. Là, on voit que les capsules sont ouvertes, les graines ont été libérées et elle a déjà fait son cycle. Là, on est fin avril. Voilà, elle est morte et puis les graines referont leur cycle l'année prochaine. Et là, on a une autre particularité, une autre adaptation aussi au milieu difficile. C'est des plantes qui se développent en rosette, c'est-à-dire que toutes les feuilles sont plaquées au sol. Elle fait l'essentiel de sa vie, sa photosynthèse au ras du sol. Il y en a une autre petite ici, là. Et au moment de la reproduction, donc elle va sortir son inflorescence.
Elle fait les fleurs, la pollinisation, les graines, et puis c'est terminé pour le reste de l'année, elle restera au droit du sol. On a quelque chose, c'est assez particulier, je ne m'attendais pas à trouver ça en haut du terril. On a des joncs qui poussent, et les joncs, ça dénote une humidité dans le sol, au moins, peut-être stagnante, quoi, au moins une humidité temporaire. Et on voit qu'elles suivent une ligne, comme ça, il y a un écoulement qui est d'un vert plus tendre et qui marque un écoulement d'eau. En fait, ici, là, on est sur l'autre côté, un côté qui n'est pas exposé au vent. Et on voit qu'il y a la formation d'un sol qui commence à arriver. Il y a toutes les végétations pionnières des roches nues, qui sont les mousses, les bryophytes. Ce sont les premières à s'installer. Elles ont un port adapté en coussinet, puis elles sont très frugales au niveau du réseau trophique, quoi, de ce qu'elles peuvent utiliser dans le sol. Et elles vont permettre après l'installation d'autres plantes plus exigeantes comme les graminées. Et petit à petit, il y a une accumulation de matière morte qui va se faire. Et on voit que ici, le sol, j'arrive pas à... Voilà, c'est ça. Il y a de la terre en fait qui s'est formée. Voilà. Et cette terre-là, c'est un humus en fait qui s'est formé avec les mousses et les graminées. Il n'a pas été ramené. Et cette mécanique ne pourra pas se mettre en place de l'autre côté parce qu'elle est trop exposée au vent, aux intempéries, aux sécheresses estivales. Mais là, voilà, de ce côté-là, il y a un sol qui se forme. Et on le sent sous les pieds, hein, c'est un coussin, quoi. Les bouleaux ici, ils ont tous, leurs feuilles sont tous sorties. On dirait, c'est presque une petite forêt normale de bouleaux. Alors que le côté opposé, et certains bouleaux sont morts d'ailleurs, et puis les autres sont juste en bourgeons. On est descendu de 1 mètre ou 2 par rapport au tapis de mousse qu'on avait tout à l'heure, et on voit qu'on est sur un sol qui est déjà constitué, puisqu'il y a la vergerette qui arrive. Là, il y a du chardon et du gaillet, il y a de la ronce aussi. En fait, on est sur une végétation de talus et des végétations même qui aiment l'azote, qui aiment les milieux riches, typiquement les talus. Donc on est déjà sur un sol constitué là à 3 mètres du sommet, sur le versant qui est le plus favorable. Et là, en fait, il n'y a plus rien à faire. Le sol est stabilisé puisque les arbres sont installés. Il y a un sol qui est constitué avec une couche d'humus. Et en fait, c'est un effet d'emballement, quoi. Maintenant, ici, ça devient favorable pour d'autres plantes qui seront plus exigeantes. C'est un peu le devenir du terril, quoi. Il y a un papillon là-bas. On est sur le versant sud du terril. On a une plante qui s'appelle Anarinum bellidifolium. C'est une plante à fleurs qui n'est pas encore fleurie. Là, on voit ses inflorescences qui sont en train de monter. C'est une plante en rosette la plupart de l'année, la plupart du temps, et qui fait des grandes hampes florales là qu'on a repérées de loin. Et c'est une plante qui est typique des milieux exposés, ensoleillés, dans des milieux acides. Donc c'est conforme à ce qu'on s'attend à trouver sur un terril qui est constitué de schiste, qui est une roche acide. C'est conforme à l'attendu, mais elle a du mérite d'être là, et puis ça veut dire que là, sur ce petit coin ici, il y a une végétation normale qui peut se développer, quoi. C'est une graminée des végétations pelousaires, une fétuque, et c'est pareil, c'est des choses qu'on s'attend à trouver, des plantes qu'on s'attend à trouver sur de la roche nue. Sur de la roche nue déjà avec un sol qui est déjà un petit peu en place. Et puis même un stade un peu climatique, quoi, c'est-à-dire une végétation qui évoluera pas vers autre chose. C'est des végétations pelousaires, donc avec des graminées comme ça, et puis un cortège de plantes annuelles. Le Phytolacca americana, qui est une plante américaine, donc une exotique envahissante. Là, on voit les restes de ses hampes florales de l'an passé. Et c'est des plantes de talus qui aiment bien les milieux riches et frais, donc humides. Et c'est assez rigolo de trouver ça du coup à quelques mètres du sommet. Je pense qu'il y a quelque chose au niveau du sol là qui est révélé par la présence de ces plantes, c'est un ruissellement de l'eau. Probablement du fait de le sol a été compacté ici parce que on voit il y a encore les traverses de rails qui permettaient aux wagons de monter le matériau au sommet, et le sol a peut-être été compacté ou même il a été travaillé peut-être avec du béton, je sais pas.
En tout cas, l'eau se comporte différemment ici et fait des petits caniveaux qui permettent l'installation d'une plante d'une végétation qui est particulière. Il y a vraiment rien. Et ça, je pense que c'est la nature du sol qui est particulière et qui peut-être est polluée parce qu'il n'y a même pas une mousse, alors que partout ailleurs, les mousses se sont installées. C'est pas particulièrement venteux. Là, c'est un coin qui est abrité. Il devrait y avoir des plantes. Et là, il s'est passé un truc. Là, on a des petits coussinets d'une espèce de mousse, une bryophyte qui s'appelle Campylopus introflexus et qui est une espèce de bryophyte d'origine américaine. Donc c'est une espèce exotique. C'est la mousse cactus. Là, elle nous apparaît blanche à cause de tous ces petits poils qui sont dans tous les sens au sommet. Elle inquiète quand même les botanistes à certains endroits où elle peut supplanter des végétations bryophytiques qui sont en place. Elle peut faire de la compétition à des espèces rares. Bon là, en l'occurrence, dans les milieux comme le crassier et tout ce qui est les milieux de friche, on trouve beaucoup d'espèces exotiques parce que c'est des milieux qui sont libres, en fait, qui sont disponibles. Elles sont plutôt compétitives, souvent pionnières, et du coup elles arrivent ici, elles s'installent là, elles font de mal à personne. Donc on s'attend dans les friches à trouver beaucoup d'espèces exotiques, et ça c'en est une, qui peut dans des milieux naturels poser un problème, et là elle est chez elle, quoi. Là, on est dans un coin, on est beaucoup plus bas. On est sur un versant qui est exposé. Donc la végétation, elle n'est pas hyper exubérante, mais elle est. C'est une végétation, c'est une physionomie de carrière en fait. Ça ressemble à ce qu'on pourrait trouver dans n'importe quelle carrière. Donc c'est à peu près les mêmes espèces qu'on voit tout le long là. Du coup, on voit bien la dynamique. Il y a un gradient en fait. Il y a comme un truc de temps. Là, proche du sommet, on a ces végétations buissonnantes vert foncé qui sont des genêts. C'est des végétations pionnières avec des bouleaux, genêts et bouleaux comme ça, avec quelques plantes herbacées rares, des végétations de lande un peu. Donc c'est un peu le stade pionnier de la colonisation. Et plus on descend, plus on trouve la végétation qui s'installe. Donc là, la strate arborée, c'est des robiniers. Et en dessous, on a un petit sous-bois qui commence à s'installer. On a de la fougère règle, on a des ronces. Et donc c'est une structuration plus naturelle. On a une strate arborée, une strate arbustive et une strate herbacée. Et donc on a une dynamique de colonisation un peu. On a un gradient de colonisation qu'on a sous les yeux. Au sommet, il ne reste que les herbacées, les végétations pionnières. Donc on peut s'attendre à ce que ça remonte un petit peu comme ça, mais ça ira jamais au sommet. Il faudrait vraiment un terril qui soit protégé des vents, qui soit vraiment dans des conditions particulières pour qu'il soit entièrement boisé. Il aura toujours ce sommet de petits volcans, je pense. Mais la forêt peut encore monter un petit peu. On voit qu'il y a des arbres qui s'installent, ils sont en difficulté, mais ils pourront en quelque sorte s'entraider, quoi. Plus il y aura d'arbres, plus ce sera facile pour de nouveaux arbres d'arriver. Dans l'atlas que j'avais écrit, je faisais le parallèle avec le volcan de Surtsey. Dans les années 70, c'est un îlot volcanique qui est apparu au large de l'Islande. En fait, il y a eu une éruption volcanique qui a créé une île de toutes pièces, et qui a été une occasion unique pour les scientifiques d'observer la colonisation, comment ça fonctionnait. Et là, c'est la même chose en fait. On a au sein de la ville, dans les années 50, un gros cône de roches pures qui est apparu, et on observe la colonisation. Voilà. Alors ce qui était intéressant sur Surtsey, c'est qu'il n'y avait pas d'apport humain. Il n'y avait que des goélands qui venaient, qui apportaient des graines, ou du guano qui apportait de l'azote. Là, on sait qu'il y a plein d'apports. Déjà, nous, voilà, on est en train de venir dessus. On a peut-être, sous nos pieds, on a peut-être des graines dans les crampons de nos chaussures. Aujourd'hui, on a peut-être amené des graines. Il y a plein de gens qui viennent dessus. Donc en fait, c'est une histoire de colonisation végétale qui va être liée à l'homme.
Et sur Surtsey, c'était intéressant pour les scientifiques d'avoir vraiment un laboratoire à ciel ouvert avec aucun apport humain. Et les scientifiques qui arrivaient, ils devaient mettre justement des chaussettes par-dessus leurs chaussures, ils devaient décontaminer leurs vêtements pour être sûr qu'ils n'amenaient rien de l'extérieur, aucun spore de fougères, de mousse, pour voir qu'est-ce qu'un milieu naturel pouvait proposer comme résilience. Donc on a la même chose ici un petit peu, mais entremêlée avec des activités humaines, quoi. Sur Surtsey, il y a peut-être des noix de coco qui sont arrivées, qui ont germé, mais qui ne se sont jamais installées. Et en fait, c'est le principe de la dissémination végétale, quoi. C'est comme un pissenlit avec ses graines qui s'envolent. Elles vont aller partout. Il y en a peut-être une qui va arriver ici, elle va germer, et puis au mois de juin, il va y avoir une sécheresse qui va la faire crever. Et de fait, on ne voit aucun pissenlit sur les terrils. C'est un milieu qui n'est pas accueillant pour elle. Mais la graine de pissenlit, elle va peut-être se poser dans une jardinière, dans un quartier en bas, et là, elle trouvera ce qu'il faut. Donc en fait, il y a une grosse part d'aléatoire comme ça. C'est des stratégies de dissémination massive de graines. Et puis, statistiquement, il y en a qui vont s'implanter. Et sur celles qui se sont implantées, statistiquement, il y en a qui vont rester. Toutes ces végétations, elles sont arrivées comme ça. Celle-ci, c'est une annuelle qui se plaît bien. Là, on voit, elle a fait ses capsules. Il y a encore des fleurs. Elle a fait ses capsules. Elle a disséminé ses graines. Et de fait, elle se plaît ici. Chaque graine qui tombe peut donner place à une plante. Donc elle est dans son milieu. Elle se plaît ici sur le terril. Là, on est au cœur d'un fourré de fougères règles. C'est une fougère qui est très commune en France et qui a la particularité d'être drageonnante. C'est la seule fougère qui en France, du moins, qui fait ça et qui fait des grandes populations comme ça, avec tout un réseau de rhizomes et de tiges souterrains. Ce qui est intéressant ici, c'est que du coup, ça va participer à la fixation du sol, puisque ce réseau de racines, on le voit d'ailleurs. Là où on passe, il n'y a pas de fougère. Le sol, il s'en va facilement. Alors que là, on a peut-être 20 ou 30 cm de litière constituée de feuilles. Et en dessous, donc c'est protégé de la pluie, protégé de l'érosion par la pluie. Et les racines, en plus, vont faire une fixation, une sacrée fixation. Donc je pense pas qu'elle ait été amenée ici. Elle est venue naturellement, probablement en versant nord, un peu frais et humide. Et puis elle a colonisé petit à petit. Là, on est sur le versant ouest. On en voit moins au sud, ce qui n'est pas étonnant. C'est une végétation, c'est une fougère qui est plutôt forestière, des milieux acides. Encore une fois, on est sur un sol acide, donc c'est pas surprenant. Et donc son arrivée est naturelle et elle est, je pense, providentielle pour l'avenir du terril et sa stabilité. Ici, on est sur une zone de sol nu, sur le versant ouest, au milieu d'un fourré de bouleaux. Il y a une dynamique naturelle de colonisation, puisqu'il y a des sujets qui sont jeunes, des sujets plus âgés, et puis bon, voilà, ils sont quand même bien en peine avec le sol qui est très friable. Donc c'est un bel aperçu du sol d'origine du terril, qui est non transformé, parce qu'on voit pas il n'y a pas de traces d'humus. Et donc, ce que je sais de sa composition, c'est que c'est majoritairement des schistes. Par endroits, ils ont été a priori recuits. Ici, c'est des schistes qui sont noirs, qui ne présentent pas de traces de cuisson parce qu'ils deviennent rouges à la cuisson. Et le schiste, c'est une roche qui est très friable et qui est chimiquement acide. Donc c'est un sol qui est très filtrant aussi, qui retient peu l'eau parce qu'il n'y a pas d'argile dedans. Donc c'est du fait de la granulométrie et de sa nature chimique, c'est un endroit qui n'est pas très hospitalier. Donc c'est vraiment un sol, c'est très ingrat. Et on le voit ici quand il est nu, il y a l'érosion de l'eau. Bon, il y a les marcheurs aussi, on voit, c'est un sentier de marche par lequel on monte et on descend. Mais l'eau fait un travail de sape permanent. La moindre graine qui va tomber va se faire balayer par la première pluie. C'est très très ingrat. Et c'est très très dur de prendre part là-dessus, quoi. Donc dès qu'il y a un arbre, ça va avoir
ça va apporter des opportunités de stabilité. La fougère règle, elle fait ce travail aussi. Il faut à tout prix, pour que la végétation s'installe, il faut à tout prix il y a un effet d'entraînement, quoi. Il faut que des plantes s'aident entre elles et rendent le sol de plus en plus accueillant. Donc là, on est vraiment sur l'hospitalité zéro, là. Ah, on voit une racine de bouleau, là, tu vois. Ça va être sa racine à lui, là. Ils ont un système racinaire qui est plutôt fasciculé. On verra avec les robiniers, ils ont un système racinaire qui est beaucoup plus adapté et puis très utile pour la fixation du sol. Là, les bouleaux, dans ce secteur-là, ils ne vont pas vivre vieux. Là, on est sur un fourré de robiniers, Robinia pseudo-acacia, donc c'est une essence forestière. C'est une espèce exotique qui a été introduite en France et qu'on utilise, qui a une utilité sylvicole et qui a été amenée sur le terril dans le but de stabiliser le sol. Parce qu'en fait, c'est une espèce de la famille des Fabacées qui a un système rhizomateux puissant. En fait, c'est un arbre qui va faire des racines très traçantes et qui vont ressortir plus loin dans le sol. Donc elle a la capacité de se diviser comme ça et de se multiplier très rapidement. Et ce réseau racinaire très dense, il va fixer les sols. Donc on s'en sert pour lutter contre l'érosion. Ici, c'est manifeste. Et on le voit par rapport au bouleau, elle ne se fait pas du tout déchausser. C'est une espèce, là, elle est vraiment adaptée à ces pentes. On doit être sur 45 degrés de pente et elle n'a pas de souci. Donc on voit des arbres qui sont cassés là, mais c'est probablement le vent ou l'âge. Hein. Comme le bouleau, c'est une espèce pionnière qui ne va pas vivre très très longtemps. Mais elle est potentiellement immortelle parce qu'elle va rejeter sans cesse. Et donc le même individu il va être présent sur des dizaines de mètres, parfois plus. Et puis donc c'est une dynamique naturelle. Là, il y a des arbres qui tombent. Ça va faire de la matière organique qui va se décomposer au sol, qui va contribuer à accueillir d'autres végétaux après, à développer un sol. Là, c'est vraiment trop pentu. On est quand même... Le sol n'arrive pas à se former là, c'est très très friable, ça se casse la figure, il n'y a rien on voit que c'est que de la roche nue, il n'y a aucun sol ici pour l'instant. Il a la capacité, comme toutes les fabacées, de fixer l'azote atmosphérique et de le mettre dans le sol en fait. Donc c'est un arbre qui va enrichir en azote le sol. Et ça c'est notable en temps normal. Et là un petit peu on le voit à son pied, il y a une végétation nitrophile qui va s'installer. C'est-à-dire qui aime les nitrates, qui aime l'azote, qui aime les sols riches, la ronce. Donc on voit tout de suite là au pied des robiniers, ça favorise l'arrivée des plantes, même si on n'a pas de sol constitué, on a de l'azote un petit peu, donc on a une végétation qui peut s'installer. Là, regarde, là on a une belle souche là, de robinier, voilà, on voit qu'il est couché là, ça devait être ses racines. Il est en train de se décomposer et ce qui est intéressant c'est que c'est une dynamique forestière en fait, les arbres morts ils tombent au sol, donc déjà c'est un piège à carbone, enfin c'est le cycle du carbone qu'on connaît, mais surtout ça va héberger la vie parce que là-dedans il y a des insectes décomposeurs qui vont venir pondre leurs œufs, les larves vont s'en nourrir, les oiseaux pourront manger ces insectes. Et donc en fait c'est la base d'une chaîne alimentaire. On voit ici il y a un trou là, ça je pense qu'il y a moyen que ce soit un terrier. Voilà, il y a aussi des petits mammifères qui peuvent vivre là-dedans. Il y a un lierre qui s'est installé, là c'est le premier lierre qu'on voit sur le terril. J'en avais pas vu jusqu'à maintenant. Voilà, on est sur une ambiance de sous-bois typique, quoi, donc c'est super. Premier pissenlit du terril. Il y en a sûrement d'autres, hein, mais on en parlait tout à l'heure par rapport à la dissémination. Les graines là, qui vont partir, elles vont toutes essayer de germer si elles ont de l'eau, mais elles ne se plairont pas toutes, elles ne pourront pas toutes arriver à faire de nouvelles fleurs. Si le sol ne leur convient pas, si le climat ne leur convient pas. Et là, a priori, il y a déjà assez de sol, il y a assez d'azote. Je pense que l'azote a été apporté par le robinier. Et puis voilà, elle est à l'abri du vent, donc ce pissenlit, il a réussi à faire sa vie là. Et certainement, il y en aura plus en bas. Et là, c'est le premier, dans la descente, c'est le premier qu'on a vu. C'est le plus courageux, quoi. Bryona officinalis, c'est une plante qui est toxique,
qui faisait partie de la pharmacopée. C'est une plante qui a une grosse racine, qui passe tout l'hiver sous forme... elle est souterraine, là. Elle va très loin, j'arrive pas à la voir, j'en ai juste le début. C'est vrai que les friches, du coup, moi, ça m'a toujours intéressé. Et quand j'étais étudiant, j'étais tombé sur le travail de Gilles Clément qui parlait du tiers paysage. Et là, on est en plein dedans parce que c'est des lieux qui bénéficient pas d'une politique de gestion. La seule gestion qu'il y a eu, du coup, c'est de la plantation des robiniers au début dans le but de stabiliser le sol. Et on voit qu'il a fait son travail, hein, c'est super, il y a toute une ceinture de robiniers et c'est super. Par ailleurs, il a permis d'abriter d'autres espèces, donc très bien, mais après, en fait, ce lieu, il est délaissé et il est en libre évolution de fait. Et on n'a pas de contrôle, l'homme n'a pas de contrôle, il ne jardine pas ce lieu. Et moi, ce qui m'a toujours intéressé, et quand j'étais botaniste également, parce que les friches, ce n'est pas des lieux qui intéressent beaucoup les botanistes, si ce n'est pour les surprises en fait que ça génère, parce qu'on va toujours trouver des espèces exotiques, et donc il y a un cortège d'espèces exotiques qu'on s'attend à trouver dans ces milieux-là, et puis des fois il y a des surprises. Là on est encore sous l'influence de la vallée du Rhône, il y a des orchidées du sud de la France qui remontent le long de la vallée du Rhône, qu'on peut retrouver dans les friches. C'est comme des lieux d'accueil de la flore exotique, qui est une flore qui est de passage et qui va prendre des îlots de terre délaissés et des plantes qu'on ne laissera pas s'installer dans les jardins ouvriers qui sont juste à côté ou dans les parcs qui sont là-bas. Et ben, c'est des milieux naturels qui sont constitués avec des surfaces de sol nus très très réduites, donc pas de possibilité de s'installer pour des nouvelles plantes. Et là, les nouvelles plantes s'installent, parmi elles des exotiques qui vont rester ou pas. Il y a un équilibre qui se trouve. Ces dernières années, on a vu beaucoup d'essences forestières disparaître. Près de chez moi, on a le sapin qui meurt. Il y a des sapins qui meurent sur pied. Donc le fait d'accueillir une flore exotique, non seulement c'est... De toute façon, il faut s'y faire parce que lutter contre ça, c'est contre-productif. Il faudrait mettre une énergie folle pour lutter contre ces arrivées. Mais en plus, c'est peut-être les solutions, c'est peut-être les forêts de demain, quoi. C'est peut-être les lieux de demain. Les dynamiques qui sont à l'œuvre ici, elles nous échappent, mais elles sont. C'est cette dynamique-là qui assurera la végétation de demain, quoi. Donc tant mieux qu'on n'ait pas de prise dessus. Là, on est au pied du crassier, on est une zone qui est plate, donc qui va pas être ou peu sujette à l'érosion. Il y a un phénomène aussi, je pense, de colluvionnement, c'est-à-dire qu'il y a des matériaux qui migrent du haut du crassier. Toute la matière organique aussi va s'accumuler en bas. Alors on est encore loin d'un sol forestier naturel, constitué et fonctionnel. Parce qu'on voit qu'il n'y a pas les espèces végétales qu'on trouverait dans le Pilat, là, dans une vraie forêt. Mais c'est le chemin que ça va prendre. Alors c'est un sol qui est très drainant, mais il n'y a aucun problème pour qu'une... Là on voit déjà dès qu'on gratte un peu, il est un peu plus compacté. Je ne sais pas, il faudrait voir s'il y a de la vie organique, s'il y a des vers de terre, s'il y a des choses, mais ça viendra, c'est sûr. Et même une texture un peu... de terreau ici. Voilà, voilà, bah ça c'est de l'humus. Ouais. Ça c'est le fait que je puisse faire ça là, on ne pouvait pas faire ça en haut du terril. Donc là il y a une accumulation de matière organique. C'est très riche, on voit qu'il y a de l'ortie qui aime beaucoup l'azote. Donc c'est pas un milieu qui va être une tapis d'ail des ours ou de jacinthe. Au printemps, enfin, pas avant quelques dizaines ou centaines d'années, mais on a un sol forestier qui est en train de se constituer là. Là, on a un beau buisson d'aubépine là, qui est tout juste en bourgeon, qui n'a pas encore fleuri, mais c'est très florifère et ça attire pas mal les insectes. Après, elle fera un petit fruit rouge qui donnera à manger aux oiseaux. Dedans, on voit qu'il y a une clématite qui pousse, qui est une liane. Là, on a un petit fonctionnement écosystémique sympa, quoi.
On est sorti de l'emprise du terril, on est complètement à l'extérieur et en fait il y a des grillages qui défendent à la population d'aller s'amuser sur le terril, ce qui est compréhensible parce que c'est un lieu qui est instable et la mairie ne va pas engager sa responsabilité là-dessus. Mais ce qui est rigolo, c'est que c'était un lieu c'était un dépôt de matériaux qu'on a stabilisé en introduisant du robinier, du bouleau et du pin, 3 espèces végétales, point barre. Et après, le reste, ça s'est fait naturellement. Et là, par exemple, on voit, il y a un merisier en fleurs à l'intérieur. Ben, lui, il est arrivé parce qu'un oiseau a mangé un fruit du merisier qui est en face. Le noyau est arrivé dans la friche et a donné un merisier, quoi. Donc nous, on a laissé cet espace à l'abandon, mais on voit que ce grillage, en fait, il est complètement poreux aux dynamiques naturelles et ça circule, ça continue à circuler. Les pollens, les graines descendent, sortent, rentrent, circulent. Les animaux, évidemment, les escargots, c'est pas une barrière pour eux. Donc ça reste, cette barrière, elle arrête rien d'autre que nous.